Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. Lafi est médaillée d'or monde, sélection 2019. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bonjour et bienvenue au Grand Café. Un café plein de tonus parce que c'est en sport que nous allons faire ce café et vous comprendrez pourquoi. Maintenant, il faut installer les gens de la maison. On va commencer par les messieurs. Mesdames et messieurs, voici Zinaba Rasmane. Voici Hervé David Onla. Ce visage maintenant commence à être très connu au café. La belle Agneko. Et celle qui nous fait des rappels historiques ici, avec beaucoup de savoir-faire. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué la coupe de cheveux. Voici Naam Keita. Et celle qui va s'installer en 4e position, beaucoup commencent à l'appeler Tanti Méchante. On ne sait pas trop pourquoi. Voici Midiou Clémentine. Très bien habillée, Midiou. J'ai aimé la tenue. La voix de Sandra va nous manquer si elle n'est pas là. Voici Sandra Henry. Bienvenue Sandra. Pour expliquer comment les choses se passent ici à notre invité, nous avons choisi une de votre école. Je crois qu'elle mérite vraiment vos applaudissements. Raïna Touré. Nous l'avons démarché pendant 3 semaines parce qu'il est très occupé, parce que c'est une autorité, parce qu'il s'intéresse à tout ce qui est sport. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. La voix de Sandra, autorisée à nous présenter la carte de visite. Sandra, bonjour, bienvenue. Et qui vient nous voir? Bonjour, commandant. Chers amis, nous sommes aujourd'hui honorés par la présence d'une figure emblématique du milieu sportif. Des bancs de l'école au fauteuil qu'il occupe actuellement, c'est un authentique passionné de sport qui a su se frayer un chemin admirable conciliant carrière et passion avec bonheur. Inspecteur de l'enseignement du premier degré, notre homme est surtout reconnu pour l'ensemble des actions novatrices majeures qu'il a su mener avec succès dans le milieu sportif. Il se voit donc depuis 2018 sacré ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso.
Vous conviendrez avec moi que tout sportif a besoin de tonus, n'est-ce pas? C'est pourquoi, chers commandants et amis chroniqueurs, je vous propose de servir à notre invité un café ginseng. Les propriétés du ginseng qui sont particulièrement connues pour nous apporter un café fort, une vitalité incomparable et surtout, une agréable odeur qui ne s'oublie pas. Homme de conviction et de foi, il a de la présence. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Monsieur El Hadj Daouda Azoupiou. Bienvenue, Monsieur le ministre, à notre invité. Merci Sandra. Merci. Merci Sandra. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Pau, aujourd'hui vue comme une ville militarisée, était autrefois une ville qui n'avait pas quand même cette réputation de ville qui abrite un camp militaire réputé. C'était tout simplement une ville qui a vu naître des gens comme vous. Donc on va dire, pour être précis, que c'est en 1964 que vous êtes né. Exactement. Donc 4 ans après les années d'indépendance. Tout à fait. Et vous allez à l'école primaire. Vous êtes le 4e enfant d'une fratrie de 20 enfants. Ah, c'est beaucoup à l'époque. Est-ce que c'est supportable aujourd'hui? Évidemment qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Oui. Dans nos modestes familles où la rareté également des moyens Oui. est au rendez-vous. Donc on limite beaucoup plus les naissances pour pouvoir prendre en charge les enfants que nous voulons bien qu'ils viennent au monde. Qui était votre père? Mon père était feu Mamoudou Azoupiou. Il était à la fois cultivateur, mais éleveur également, et en même temps qu'il menait des activités commerciales parce que Pau est une ville frontalière qui offre en tout cas des potentialités en matière d'échanges commerciaux. Les Azoupiou, pour ceux qui comprennent bien, qui sont dans la sémantique de la langue kassena, ça fait un peu référence et à la montagne et à la royauté, non? Oui, tout à fait. Azoupiou, c'est le prénom de mon grand-père, Oui. qui a quitté la grande cour pour s'installer non loin et avoir une progéniture à laquelle donc, il a donné son prénom comme nom de famille. Oui. Autrement dit, si on devrait retourner à la souche, nous sommes de la grande famille royale. Alors, dans les années 60, après l'école primaire, quand on progresse, à un moment donné, on est obligé de faire un tour dans la capitale pour faire un lycée digne de ce nom. Tout à fait. Et c'est ce que vous avez fait. Rappelez-nous le souvenir que vous aviez quand vous débarquez à Ouagadougou, la capitale. Oui, bien sûr, après avoir passé mes 6 années à l'école primaire publique mixte de Pau, Oui. alors j'étais obligé de venir à Ouagadougou pour poursuivre mes études parce qu'à l'époque encore, Pau ne disposait pas donc d'un collège. Oui. Et lorsque je suis arrivé, c'était pour la première fois. Alors j'ai vu de grandes maisons, des immeubles que je n'avais jamais vus. Oui. Alors j'ai vu une circulation très mouvementée. Très dense. Et par moments, on se posait la question, qu'est-ce qui peut arriver d'une minute à l'autre? Et j'avoue que j'ai été surpris, Oui. mais j'allais dire agréablement parce que c'était très beau. Alors, CEPEC, Montaigne, lycée Philippe Zenda Kaboré. Quelle est l'histoire qui vous amène à Koudougou et qui vous plonge quand même au cœur de la Révolution? Oui, j'ai naturellement fréquenté dans les 2 établissements avant d'achever cette partie donc, au lycée Philippe Zenda Kaboré. Oui. Et j'ai dû interrompre à un moment donné pour embrasser donc, ma carrière professionnelle Oui. d'enseignant. Oui. Et alors, donc je suis allé à Koudougou, c'était pour ça. Oui. Donc à Koudougou, évidemment, on avait le sang qui bouillonnait à l'époque, Oui. parce qu'on est parti de Ouagadougou comme révolutionnaire. Oui. Et on a atterri à Koudougou. C'était encore une ville où la révolution, à l'époque, battait son plein.
Donc, nous avons, en même temps qu'on embrassait donc la profession, nous avons intégré les structures révolutionnaires à l'époque. Et j'avoue que j'ai gravi les échelons très rapidement pour me retrouver donc à la structure suprême qu'on appelait à l'époque le PRP, le pouvoir révolutionnaire provincial. À l'époque, chaque province était dotée donc d'un gouvernement provincial. Et celui de Koudougou, c'était donc le PRP du Bourg-Kémdé. Et moi, j'étais le délégué au sport donc, du gouvernement provincial de Bourg-Kémdé. C'était d'ailleurs votre passion, puisque vous tapez dans le ballon rond. Mais 1987, tout le monde connaît l'histoire douloureuse. L'histoire va s'arrêter net, parce que la révolution est finie brutalement. Et vous êtes quand même sous le choc. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais vous allez plier vos bagages, vous vous retrouvez encore chez vous à Pau. Tout à fait. Nous avons intégré donc les structures révolutionnaires et en même temps aux côtés donc, de l'armée qui était là-bas, le BIA qui était commandé par le colonel, maintenant je crois, Boukari Le Lion. Nous avons dû prendre les armes à ses côtés parce qu'à l'époque, c'était la solidarité entre donc, les structures révolutionnaires et puis l'armée. Parce qu'on n'était pas d'accord, on n'était pas du tout d'accord avec ce qui s'était passé. Donc on s'était engagé volontairement à ses côtés. Et ça n'a pas été du tout simple. Nous avons connu tous les péripéties. Aujourd'hui, c'est douloureux encore lorsqu'on s'en souvient, parce qu'on est passé juste à côté de la mort. Voilà, on est passé de commune en commune, de département en département à l'époque pour expliquer aux populations pourquoi notre position qui n'était pas du tout en adéquation avec ceux qui avaient fait le coup d'État ici. Et évidemment, quand le 27 est intervenu et que les militaires ont pris d'assaut Koudougou, ben, nous aussi, on était dans une situation donc, difficile. Nous avons dû être interrogés. Certains d'entre nous ont fait la prison. Il y en a même qui ont perdu la vie parce que très choqués après. J'avoue que c'était difficile. Donc, après cette époque, c'était très difficile pour moi de rester encore plus longtemps. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai cherché à partir pour me retrouver donc au Naouri. À Pau, au Naouri. À Pau, précisément. Et après, votre parcours professionnel va se poursuivre. Vous allez vous retrouver dans les instances du football parce qu'avec le colonel Nabéré, vous allez occuper quand même un poste dans le bureau. On va vous retrouver au plan administratif, au ministère des Transports aussi, notamment dans le cabinet que vous avez dirigé. Monsieur Aziopio sera nommé ministre des Sports et des Loisirs en 2018. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse le parcours de l'homme. Ce grand passionné de sport, cet homme pragmatique, monsieur le ministre, nous avons tout simplement voulu comprendre avec ceux qui vous ont côtoyé, donc des journalistes, des gens aussi qui vous ont connu tout simplement au lycée, qui ont fait des témoignages, mais ce n'est pas encore le temps des témoignages. Je voudrais vous présenter mes chroniqueurs ici présents. C'est avec eux qu'on va faire la discussion et après on reviendra sur les témoignages. Je vais commencer par Agneko, mais Agneko va permettre à notre hôtesse qui tient les jokers d'expliquer à monsieur le ministre comment les choses se passent ici, parce que dans cette maison, il y a des règles. Mademoiselle, bonjour, bienvenue au café. Monsieur le ministre est là. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dans ce prestigieux fauteuil rouge. Je suis Toué Rainatou, étudiante en finance comptabilité, première année au CEPAMAT. J'ai donc à ma disposition 3 jokers. Si au cours de ce talk, vous vous sentez en danger, vous pouvez me faire appel pour que je vienne à votre secours. Mais je vous rappelle que vous avez droit à 3 jokers durant toute l'émission. Et pas plus. Oui. Bon café à monsieur le ministre quand même. vous Mais souhaitez le meilleur. En tant que bon gourou, j'ose croire que vous ferez face à toutes ces questions qui vous seront posées sans hésitation. Ah ouais. Sur ce, je vous souhaite un excellent café. Merci, monsieur le ministre. D'accord. Donc, il paraît que les gourous-ci sont téméraires. Ils ont une langue, voilà, comme ça, ils ne tournent pas. Agneko, vous allez poser la première question.
Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. J'aimerais m'intéresser à la modernisation que vous avez apportée au secteur du sport et des loisirs. Pour cela, j'aimerais aborder l'article 050 et m'intéresser davantage aussi à ce que vous avez prévu, les droits et devoirs pour les anciennes gloires du sport. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Oui, c'est juste, lorsque je suis arrivé à la tête du ministère, évidemment, mes prédécesseurs avaient déjà fait le constat, mais on a constaté que l'environnement, aujourd'hui, pratiquement n'était plus en phase avec la loi de 1996, alors, qui, évidemment, organisait le sport. Donc, nous sommes attelés à la nouvelle loi, celle dont vous parlez, la loi 050, qui désormais, en tout cas, planche sur la définition de tous les acteurs du sport. Une des rares fois, en tout cas sur le financement du sport, elle planche sur où est-ce qu'on trouve l'argent désormais pour financer le sport. Elle planche également sur la mutation des clubs en sociétés sportives. Et enfin, comme vous l'avez si bien dit, le statut du sportif de haut niveau. Voilà 4 axes majeurs qui constituent le statut de la loi, qui, évidemment, avec ces différents textes d'application, vont nous permettre de créer un nouvel environnement, en tout cas qui soit en phase avec les réalités d'aujourd'hui et les perspectives que nous nous sommes donnés. Monsieur Zinaba. Oui, mais monsieur le ministre, on est encore dans les perspectives. Et pourtant, vous êtes là depuis le 5 février 2018. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour ces anciennes gloires-là? Parce que ce sont des personnes également qui portent le drapeau du Burkina Faso haut, partout ailleurs et partout au-delà de nos frontières. Qu'est-ce qui est fait réellement pour qu'on soit heureux de porter le drapeau burkinabé et défendre la patrie où qu'on soit, même à la fin de notre carrière sportive? Bon, évidemment que ces anciennes gloires ont fait la fierté de notre pays et chacun de nous, en tout cas, a cherché à s'identifier à une des gloires. Malheureusement, on a constaté que certains d'entre eux, évidemment, ont fini un peu malheureux. On peut en citer des exemples, c'est vraiment désagréable. Alors, mais c'est parce qu'il n'existait pas un cadre juridique, justement, qui permettait de prendre en charge ces sportifs de haut niveau. Et la loi d'orientation des sports qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en fin d'année 2019, aujourd'hui, en tout cas, nous donne un environnement juridique favorable, en tout cas pour la prise en charge de tous les sportifs de haut niveau, leurs droits, leurs devoirs et leurs reconversions. Donc, je pense que si on ne pouvait pas le faire de par le passé, à partir de maintenant que la loi a été adoptée, que les décrets d'application vont être mis en œuvre, nous pensons que pour ceux qui viennent, en tout cas des dispositions, en tout cas sont déjà prises pour que nous ne connaissions plus ce que malheureusement les autres ont connu. Mais il se trouve que les prises en charge qui se font aujourd'hui, j'allais dire que ce n'est pas de façon structurelle. Ce sont des soutiens, j'allais dire ponctuels, qui sont apportés à ces derniers lorsqu'ils sont en difficulté. On a vu qu'il y a certains qui ont bénéficié de maisons, de villas, ce sont des dons. Il y en a évidemment qui ont bénéficié, j'allais dire, de travail. On leur a offert cela. Mais tout cela, comme je l'ai dit, ils ne pouvaient pas revendiquer parce qu'il n'existe pas un cadre juridique. Maintenant, de mieux en mieux, nous allons nous organiser pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des sportifs. Oui. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que pour déjà les sportifs de haut niveau qui sont identifiés, et qui font notre fierté d'ailleurs. Je vais citer Hugues Zango de l'autre côté, je vais citer Kuala Marthe, je vais citer Laetitia Bambara, je vais citer Bienvenue Saodoro. Ce sont des sportifs de haut niveau qui font notre fierté. Et l'État aujourd'hui leur alloue une bourse déjà qui va de $2 000 à $1 000 par mois. Donc vous voyez que c'est déjà un souci qui est pris en compte. Sans compter qu'au niveau par exemple des joueurs du football, l'État alloue un salaire, sinon une bourse, en tout cas à chacun des joueurs de première et de deuxième division dans notre pays, chose qui n'existe nulle part qu'au Burkina Faso. Alors, pour épuiser ce sujet sur la question des anciennes gloires, monsieur le ministre, je ne sais pas si Toussaint, notamment, ça vous dit quelque chose.
Oui, Toussaint notamment me dit quelque chose. Alors, voici donc un joueur burkinabé, un footballeur, qui était dans les étalons du Burkina, et tout le monde le sait, a connu une blessure qu'il a complètement mis à l'écart du gazon vert, et ça définitivement parce qu'on connaît sa situation sanitaire en ce moment. On a beaucoup espéré qu'avec les ministres qui se sont succédés, on aurait trouvé quand même une solution, ne serait-ce que pour lui rendre sa dignité d'homme tout simplement. Est-ce que vous on vous a fait cas de Toussaint notamment? Oui, j'ai eu l'occasion donc de recevoir Toussaint notamment, j'ai échangé avec lui. Oui. Alors j'ai cherché à comprendre le problème parce qu'il date déjà de peu longtemps. Oui. Et pour avoir toutes les informations, j'ai dû me référer à la Fédération burkinabé de football, dont le colonel Sita Kaboré, qui est jusqu'aujourd'hui donc le président. Et son dossier médical a connu donc un peu des péripéties. Ouais. Nous en avons discuté, il m'a donné en tout cas des informations par rapport donc à sa situation. Lui-même en est conscient. Et comme je l'ai dit, évidemment, bon, comme il n'y a pas de cadre juridique qui permettait que l'État agisse, véritablement c'est des actions ponctuelles qui peuvent se faire. Et je pense qu'en son temps, des actions ponctuelles ont été en tout cas faites pour soutenir Toussaint notamment. On va donner la parole maintenant à M. Hervé Onla, David. Oui, Monsieur le ministre, à vous entendre, on a vraiment l'impression que tout baigne comme il se doit. Mais vous également, on vous sait, moi j'ai suivi ce que le commandant Papus a dit concernant votre parcours, un parcours religieux, vous êtes sportif, vous êtes également même rassembleur. Mais il ressort quand même que les différentes structures fédératives, notamment de sport, ont des problèmes. Est-ce des problèmes de personnes? Parce que même les changements de bureau, ça cause toujours beaucoup de brouhaha. Je parle du sport, je parle du football, je parle du cyclisme, je parle même également de la boxe. Vous, en tant que meneur d'hommes, si je peux le dire, pourquoi ça persiste toujours? Alors, je dois dire que le domaine du sport est un domaine de passion, alors, qui fait que s'il n'y avait pas véritablement de crise, c'est le contraire qui nous aurait étonnés. C'est tout à fait normal. Il faut bien qu'il y ait des crises dans ce milieu parce que, d'abord, pour les pratiquants du sport, ils sont nombreux, chacun voulant évidemment développer ses talents. Pour les questions des dirigeants, chacun veut être responsabilisé pour apporter donc sa touche. Donc autant d'acteurs dont les intérêts divergent, s'opposent souvent et qui font qu'il y a des soucis. Alors, pour ce qui est donc des fédérations, évidemment, vous savez que l'État a organisé les fédérations parce que ce sont des bras du ministère qui agissent donc sur le terrain pour le compte donc de l'État. Et l'État alloue donc des subventions chaque année à l'ensemble donc des fédérations qui sont au nombre de 33 dans notre pays. Évidemment qu'à l'intérieur, les discussions, vous savez très bien que le sport d'abord lui-même draine de la passion, ça fait donc des discussions. En plus, quand les intérêts par moment financiers, matériels s'invitent aussi, c'est normal qu'il y ait donc des discussions. Alors, pour donc cette année où nous avons lancé le renouvellement des structures, les 33 fédérations au jour d'aujourd'hui, si pour la plupart le problème ne se pose pas, il y a 3 fédérations qui traînent encore les pas. C'est la fédération de football, de cyclisme, et puis de Viet Vo Dao, où, bon, c'est peut-être pas des problèmes criards, mais ce sont des questions par moment d'intérêt juridique qui s'opposent. Et puis, il faut donner le temps donc d'évacuer tout ça avant donc de passer à la vitesse supérieure. Je pense que les discussions, les crises au football, par moment aussi peuvent expliquer le dynamisme donc, dans ce domaine. Il faut tout simplement canaliser les énergies, faire de telle sorte que les gens comprennent que nous sommes tous là pour l'intérêt donc général, quand bien même on peut trouver donc son intérêt personnel dedans, mais le plus important, le sport, c'est la discipline, et par moment il faut dépousser les égos pour qu'on puisse. Ça pénalise quand même certains acteurs, notamment les sportifs eux-mêmes. Je prends le cas du basketball qui pratiquement n'existe même plus au championnat. Ça les pénalise, c'est des guerres d'égos, c'est des conflits d'égos, alors que les sportifs eux-mêmes sont bons, mais malheureusement ils ne sont pas en compétition. Est-ce que vous ne voyez pas qu'au lieu qu'on entame ces guerres personnelles, on pouvait quand même, ne serait-ce que sauver ces pépinières-là quand même?
Oui, tout à fait, particulièrement pour la Fédération burkinabé de basketball, d'ailleurs, fédération qui a fait la fierté vraiment du public burkinabé. Basket, par exemple, en 2013. Voilà, ceux qui aiment bien le basketball, vous savez très bien que même son Excellence, le président du Faso, a été un basketteur de ce pays. Il a joué, donc il aime bien le basket, tout comme il aime donc les autres disciplines. Alors, je dois dire que cette discipline, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, connaît un certain nombre de difficultés pour lesquelles nous nous sommes intéressés. Nous avons échangé avec la fédération pour comprendre. Et ce sont des difficultés à la fois de management, des difficultés donc d'intérêt et des difficultés donc financières. Et je pense que nous avons échangé, nous avons donné les conseils, les orientations nécessaires pour que cette fédération, évidemment, puisse revenir à l'ordre du jour. Et je crois que c'est bien parti avec donc, le renouvellement. Chaque fédération doit choisir les dirigeants qu'elle mérite. Alors, bonsoir, Monsieur le ministre. Je salue à sa juste valeur tous ces efforts-là que vous avez cités concernant l'accompagnement et le soutien des anciennes gloires et aussi des sportifs de haut niveau. Mais avant d'être un sportif de haut niveau, on a d'abord été un jeune talent. Et vous conviendrez avec moi que les jeunes talents ont besoin d'être détectés, encouragés et formés. Vous l'avez dit en mai 2018 qu'on ne peut pas développer le sport sans une politique cohérente, en tout cas de la relève. 2 ans après, où en êtes-vous en termes de mise en œuvre? Alors, donc, en termes de mise en œuvre de cette vision, d'ailleurs, qui est la vision de son Excellence, le président du Faso, nous avons à la fois relancé l'USUBF, parce que l'USUBF agonisait, ça, vous ne l'ignorez pas, parce qu'il y avait des questions donc, de paternité. On a relancé l'USUBF depuis l'année dernière. Au niveau donc, des universités, nous avons essayé de relancer le sport, et même qu'on travaille à mettre en place donc, les clubs. Mais nous sommes descendus au niveau de chaque région pour faire de la région un pôle de développement du sport en créant un centre de formation. Et chaque région a un centre de formation qui compte 2 écoles. Donc ça veut dire que les 13 régions auront pratiquement 26 écoles, dont 13 centres. Alors il se trouve que Gawa est la première région qui a abrité le premier centre parce que c'est un projet d'envergure nationale, c'est un projet gouvernemental qui vise véritablement à faire donc de notre pays un pays où tous les enfants, où qu'ils naissent, alors, peuvent avoir droit donc, au développement de leur talent. Et pour cela, ça n'a rien à voir, ce n'est pas parce que tu es millionnaire, tu es milliardaire, que ton enfant va dans une école de foot, ou une école de volleyball ou handball, mais tout simplement parce que l'enfant a des talents qu'on a détectés. Mais donc, à côté quand même de ces centres de formation, là, il y a aussi les quartiers, il y a les écoles qui sont quand même des centres d'éveil de talent. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites? Parce que les grands projets comme les centres de formation, ça prend du temps. La preuve est qu'on est à 2 ans après vos déclarations et jusque-là, concrètement, on attend un peu plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci. Vous avez raison, d'ici la fin de l'année, vous vous rendrez compte que nous serons à plus de la moitié donc, des régions qui vont mettre en place leur centre de formation. En ce moment même, la Gawa est en regroupement à Ouagadougou, vous allez voir les talents de ces enfants. Mais j'allais dire que par rapport à votre préoccupation, nous nous intéressons également à l'OSEP. L'OSEP, ça, c'est l'organisation du sport à l'école primaire, qui, évidemment, est représentée pratiquement dans toutes les sphères donc, de notre pays, parce que les écoles primaires sont partout. Et à ce niveau, déjà, nous nous intéressons donc au sport, nous accompagnons donc les enfants. Comme vous le savez, à bas âge déjà, le sport est une éducation. Donc, on ne peut pas déjà asseoir donc, des bases de formation au niveau des écoles primaires, mais on accompagne déjà les enseignants à organiser donc, des activités sportives. Mais pourtant, monsieur le ministre, vous avez évoqué, moi j'ai toujours dit qu'il y a une continuité. C'est ce qu'on dit toujours au sein du gouvernement. Il y avait l'ancien ministre Taïwo Bangui qui avait évoqué justement en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et les ambassades, une sorte justement de développement du sport. C'était un bon projet qui partait déjà avec les différentes ambassades. Vous venez avec un nouveau projet. Où en est-on? Est-ce que vous avez abandonné l'ancien projet de Taïwo? On n'a pas du tout abandonné l'État, c'est la continuité. Et d'ailleurs, c'est le même régime qui est là. Et nous sommes venus capitaliser ce que... D'accord. Allez-y, monsieur le ministre, Zinaba va venir. Capitaliser ce que le ministre Bangré et tous ceux qui sont passés avant lui, alors pour donc avancer. Alors pour ce qui est donc des compétitions qu'il avait voulu organiser,
Nous aussi, nous sommes inscrits donc là-bas. Avec les ambassades, nous avons dû organiser la Coupe des ambassades d'abord pour amener les différentes chancelleries à se rapprocher de nous afin que nous puissions ensemble voir quel type de partenariat on peut développer. Vous avez vu comment on a organisé avec succès l'année dernière cette Coupe donc, des ambassades avec pratiquement 15 pays qui se sont engagés. Et il est question également d'organiser les compétitions au niveau des diasporas. Donc, je pense qu'on avait pris langue pour que cette année, nous puissions démarrer les activités. Malheureusement, la Covid-19 s'est invitée dans le jeu. Merci, monsieur le ministre. Voilà, Zinaba Rasmani, on va aller très rapidement. Bien évidemment, quand on parle beaucoup macro, on parle beaucoup infrastructure à grande échelle. Et Namketa a insisté sur un aspect qui est quand même le sport de proximité. On a aujourd'hui des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas faire du basket parce qu'il n'y a pas de terrain de basket pour enfants. Et pourtant, sur la ville de Ouagadougou, on répertorie près de 80 terrains de basket, mais aucun des terrains de basket n'est aux normes. Est-ce que finalement, on va rester juste dans la théorie, dans la prospective et dans la prospective, pendant qu'on dit en même temps que le basket a fait rayonner le Burkina Faso, c'était un fleuron, aujourd'hui il est en berne. Est-ce que quelque part, ça ne s'explique pas aussi par ces infrastructures qui ne sont pas aux normes et qui ne sont pas adaptées pour les petites catégories et ces minimes-là qui vont devenir demain les Ivan Ouedraogo ou les, je sais pas, Ibaka du Congo? L'un des 5 défis de la politique nationale des sports et des loisirs, c'est de construire des infrastructures de proximité et qui soient adaptées à la pratique du sport et un peu partout. Et c'est dans ce sens qu'on avait prévu de réaliser 25 CCLP, les centres de sport et de loisirs de proximité. Monsieur, c'est 26 que vous avez mis dans le PNDS? Oui, parce que bon, on avait déjà réalisé un centre, donc ça fait qu'il reste 25. C'est pour ça que je suis pas reparti sur les 26. Il y a un centre qui existait déjà. Donc, sur les 26, il y a 2 centres déjà qui ont été construits. C'est à Bobo, Yéguéré et c'est Ouaga. Qui est tombé malheureusement? Non. Le plateau de basket? Non. C'est juste l'enfant qui a sauté pour attraper le cerceau et secoué pour faire le dunk. Malheureusement, le cerceau a lâché. Voilà, ça a lâché. Donc, ça nous ouvre, c'est la porte ouverte. Des infrastructures, leur adaptabilité et leur durabilité. Oui, c'est tout à fait juste. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça peut arriver, quelques erreurs de conception, ça peut arriver, mais ça a été vite réparé. Et au jour d'aujourd'hui, le plateau de Yéguéré est bien exploité. Mais de façon générale, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes associé, n'est-ce pas, aux passations justement des marchés? Parce qu'on a toujours l'impression qu'à chaque fois quand on construit des institutions, bien des stades de foot ou bien des équipements sportifs, après quelques semaines, quelques mois, ça part. Est-ce que le ministère est associé, votre ministère est associé dans les passations des marchés et même dans la construction? J'allais dire que ce qui se gâte par moment, disons que c'est l'exception. Sinon, dans la majorité du temps, il y en a beaucoup. Nous en avons également des infrastructures qui sont réalisées et qui sont utilisées sans difficulté. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, on peut situer des responsabilités parce que pour les infrastructures qui ont été mal faites, pour la plupart, ce sont les gazons synthétiques. Parce que là, on n'avait pas la technologie. Depuis que nous nous sommes engagés pour faire ça, on n'avait pas d'entreprise qualifiée. Au niveau du ministère, on n'avait pas non plus aussi des structures techniques, en tout cas qualifiées. Et les études étaient insuffisantes. Pendant ce temps, la pression était faite, parce qu'à l'occasion des 11 décembre, toutes les régions veulent des terrains synthétiques. Alors, c'est ça qui a fait qu'on peut compter des terrains quand même qui ont connu des malfaçons, notamment il y a Kaya, il y a Koudougou, il y a Dédougou, il y a Gawa, qui sont des terrains véritablement qui connaissent des difficultés et qu'on a essayé de rattraper parce que depuis 2018, alors nous avons pris le taureau par les cornes en relisant notre organigramme, en créant donc un secrétariat technique chargé des infrastructures et en faisant venir donc des spécialistes, dont un ingénieur qui est à la tête, mais en envoyant également 2 de nos collaborateurs au Maroc pour se former par rapport donc à la pose du gazon synthétique. Sandra va poser la prochaine question. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi pour aller dans le même sens que quand on parle de sport, en fait, on parle de soins, on parle de santé de l'individu. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'espaces verts pour pratiquer ce sport. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère pour mettre à la disponibilité du peuple des espaces verts. Très bien. Alors, il se trouve que l'un des défis également, des 5 défis, c'est de promouvoir le sport pour tous, facteur de santé et de croissance économique. Beaucoup de défis. Parce que quand on pratique le sport,
on se met à l'abri des AVC, des maladies opportunistes. Mais quand on est en bonne santé, c'est-à-dire qu'on va 5 jours sur 5 au travail, donc on peut produire mieux. Alors, donc, notre objectif, c'est de faire de telle sorte que tous les Burkinabés pratiquent le sport. Et qu'est-ce qui est fait? Au niveau de Ouagadougou, vous avez dû remarquer que de plus en plus, effectivement, les gens s'adonnent au sport de masse, autour, par exemple, du rond-point des Martyrs, à la ZAD, au stade du 4 août, au Palais des Sports, etc. C'est pas viabilisé, et nous savons que... pas viabilisé, monsieur le ministre. Oui, c'est même dangereux. C'est insuffisant. J'allais en venir pour vous dire que dans ce sens, nous avons recensé sur toute l'étendue du territoire national l'ensemble des terrains qui appartiennent donc au ministère. Et pour cette année, si vous avez dû suivre, nous avons lancé l'aménagement de 14 terrains. 14 terrains à Ouaga et à Boubou, pour la première phase, en même temps. C'est justement, et ces terrains-là, c'est un terrain par arrondissement, pour que les populations puissent avoir accès donc à ces espaces-là qui peuvent leur offrir les opportunités de pratique donc, du sport. Il y a une qui tient son micro depuis longtemps, qui n'a pas parlé, qui n'a pas dit un seul mot, c'est Midiou, qu'on va écouter maintenant. Alors, monsieur le ministre, lors du 40e conseil d'administration du secteur ministériel des sports et des loisirs, il est ressorti que le programme sport et activités physiques décompte 143 activités, tandis que celui des loisirs compte 36 activités. Pourtant, vous êtes le ministre des sports et des loisirs, je précise. Vous n'êtes pas le ministre des sports uniquement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Non, ça s'explique par le fait que le sport constitue un programme qui, depuis très longtemps, en tout cas, connaît un intérêt particulier. Et les disciplines sont connues et tout le monde s'adonne au sport. Par contre, les loisirs, c'est pas évident. C'est pour ça, d'ailleurs, on en a fait un programme pour pouvoir développer. Donc, nous sommes sur la rampe de développer les loisirs. Et quand on parle de loisirs, il faut vous dire que c'est transversal. On retrouve les loisirs au niveau de la culture, on retrouve les loisirs au niveau de plusieurs autres donc, ministères. Donc c'est ensemble que nous développons ces ministères. Vous avez dû vous rendre compte qu'en janvier, quand on a voulu organiser la Semaine nationale donc, des sports et des loisirs, on a dû faire appel au ministre donc, de la Culture pour qu'ensemble, nous puissions donc organiser. Et c'est lui qui a facilité le contact avec, j'allais dire, les différentes vedettes. Et vous avez dû voir comment on a animé tout le pays, sur Kwame Nkrumah, un peu partout, dans les régions, etc. etc. Mais vous dire qu'il y a un programme de recensement de tout ce qui peut constituer les loisirs au Burkina Faso. Parce qu'il y a 5 types de loisirs et nous allons faire de telle sorte que justement les loisirs qui sont par exemple pratiqués au centre-sud ne sont pas forcément les mêmes au centre, à l'ouest, etc., etc. Mais nous avons un programme de développement des loisirs donc, au Burkina Faso. Oui, on a des chroniqueurs qui ont vraiment fouillé, qui ont des questions. On a un ministre aussi qui rebondit. On peut applaudir ça. Merci. Les amis, avant de repartir, et j'ai bien peur que des chroniqueurs repartent ici avec des questions non posées. Ouais. Mais on va essayer de jouer la montre. On va écouter des journalistes que nous avons rencontrés qui ont fait un commentaire sur vous, monsieur le ministre. Évidemment, on suit votre gestion de ce département et puis après, qui ont posé des questions. On va écouter. Je pense que pour LH Daouda Azepou, je dirais que c'était un chef de village. C'était un véritable chef de village, toujours à l'écoute. Je pense qu'il donne plus de temps à écouter qu'à s'exprimer. Il le fait d'ailleurs très peu, il le fait quand cela est utile. Je pense que depuis qu'il est arrivé quand même au département des sports, il s'est lancé dans une volonté de tout restructurer, de tout organiser dans la clarté. Monsieur le ministre a hérité d'une situation assez difficile. Et surtout, vous savez, monsieur le ministre, je mets toujours un point d'honneur sur la question des infrastructures. Aujourd'hui, vous êtes en train de tenter de relever la tête à ce niveau-là en essayant de mettre les moyens qu'il faut pour nous doter surtout d'infrastructures de qualité. On peut le lui reconnaître. C'est un monsieur, en tout cas, qui sait reconnaître ses erreurs, sinon aussi les erreurs de ses prédécesseurs, et donc qui essaie vraiment de combler un peu ces erreurs-là à travers donc, la reprise des travaux. Je vais parler du stade de Koudougou, je vais parler du stade d'Edougou, il y a aussi le stade de Kaya. Et donc, le ministre en lui-même,
comme je l'ai dit, c'est un manager. Il essaie vraiment de colmater les brèches, il essaie vraiment d'écouter tout le monde et de trouver vraiment les solutions idoines pour parvenir à la résolution des problèmes. Monsieur le ministre, il y a 2 journalistes qui ont parlé de vous, et vous les connaissez? Oui, très bien. Petit commentaire sur ces commentaires. Oh, j'apprécie ce que William a dit me concernant. Ouais. Ce sont des éloges et je le remercie en tout cas beaucoup. Je ne le fais pas seul, je le fais avec une équipe. Je le fais avec leur accompagnement et leur soutien. Bien sûr. Et c'est Dieu voulant que nous avançons ensemble. Il y a maintenant des questions. Monsieur le ministre, on a de jeunes athlètes, je parle beaucoup d'athlétisme, de jeunes athlètes, et également de jeunes dans le karaté ou dans d'autres disciplines qui font de vraies performances. Je voudrais savoir s'il n'est pas encore possible, je sais que vous faites déjà quelque chose, s'il n'est pas possible d'accroître leur bourse, d'accroître la subvention qu'on leur donne pour leur permettre d'aller un peu plus haut, parce que je reste persuadé, au vu des performances de Hugues Fabrice Zango, qu'on peut aller encore plus haut pour peu que le ministère donne un peu plus. Monsieur le ministre, à quelques encablures des élections présidentielles et législatives, moi je voudrais savoir, à un moment où ça se débat un peu de gauche à droite, est-ce que Daouda Zoupou pense avoir fait ce qu'il fallait faire et est-ce qu'il pourrait, à côté de sa casquette de ministre, pencher pour une casquette de député? Deux questions. Réponse. Oui, bien sûr. Pour la première question, je dois dire que c'est une préoccupation de mon département. Évidemment, d'aller à la base pour détecter donc des talents et les accompagner donc vers un sport de haut niveau. C'est dans ce sens que déjà nous avons pu détecter pour l'athlétisme en tout cas 10 jeunes talents à Boubou pour lesquels nous sommes en train de nous organiser pour leur donner la bourse. Et sinon que la bourse même est déjà acquise, elle va être payée même avec certainement rappel pour permettre donc à ces jeunes-là de pouvoir développer en tout cas leur sport sans difficulté. C'est la même chose également pour les autres disciplines, comme je l'ai dit en football, avec donc le programme de la relève sportive et dans les autres disciplines, parce qu'il y a au total 11 disciplines qui ont été retenues par les populations. C'est-à-dire que nous avons permis à chaque région de choisir 2 disciplines de son choix. Et chaque école donc, compte 25 enfants. Donc imaginez-vous, nous avons donc dans chaque centre 50 enfants, donc 50 enfants par région, alors qui vont bénéficier du soutien de l'État, l'accompagnement de l'État, l'accompagnement donc des experts, des spécialistes. Nous pensons que ce qui est fait déjà, c'est très bien, mais il faut améliorer. Il y a Lancina qui pose une toute autre question, qui est beaucoup plus chaude. Député. Qui fait allusion à tout ce dont on assiste en ce moment en termes de tension au niveau du monde footballistique. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter un tel scénario de tension en ce moment? Oui, beaucoup de choses ont été déjà faites parce que lorsque nous avons lancé le renouvellement donc, des structures avec la directive et le chronogramme, alors nous avons rencontré, j'allais dire, les différents états-majors pour prendre langue avec eux et leur demander en tout cas leur accompagnement afin que, en tout cas, ces renouvellements puissent se passer dans les règles de l'art. Nous avons rencontré les anciens sportifs, je vais partir des sportifs de haut niveau, les anciens internationaux. Nous avons rencontré les journalistes, nous avons rencontré les fédérations, nous avons rencontré autant de personnes, ressources nécessaires pour qu'ensemble nous puissions en tout cas envisager des élections apaisées. Et Dieu merci, on peut se féliciter en tout cas d'avoir atteint ce niveau-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité des ligues ont été renouvelées. Il ne reste plus qu'à aller donc au bureau exécutif des fédérations. Il y a un dernier lot de questions. C'est encore avec 2 journalistes. Donc des commentaires et des questions à la suite, on va écouter. Monsieur Daouda Zoupou, je l'appelle affectueusement mon petit, compte tenu du fait qu'il est Gounoussi. Mais moi, j'ai vu un ministre volontaire depuis son arrivée en février 2018, volontaire dans les activités, qui essaie de changer des choses.
Et je pense que son point fort a été vraiment la communication. Ça a été son point fort. Et quand il n'arrive pas à être lui-même présent pour discuter avec des gens, il y a au niveau de son département de la communication et des directeurs qui sont autour de lui, il y a quand même un message qui passe. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Donc il n'y a pas de barrière entre lui et la presse. Maintenant, tout ce que j'aimerais qu'il fasse pour les prochaines fois, c'est toutefois il est toujours ministre des Sports, qu'il se penche sérieusement sur les bourses attribuées aux sportifs, que ça puisse vraiment revenir aux sportifs sans passer par mille chemins et qu'au niveau des infrastructures, qu'ils puissent travailler de sorte à ce que toutes les disciplines puissent encore bénéficier des infrastructures quand on regorge beaucoup de talents. Et c'est là où je vous interpelle, Monsieur le ministre, mettez encore plus au niveau de cette politique d'infrastructure pour que ces talents que nous avons puissent mieux s'exprimer. Avant qu'il ne vienne à la tête de ce département, je ne le connaissais pas. Tout ce que je savais de lui, c'est que c'est un homme qui était beaucoup plus engagé dans le domaine culturel. Et moi, personnellement, quand il a été nommé à la tête du ministère des Sports et des Loisirs, j'étais de ceux-là, effectivement, qui avaient certaines inquiétudes. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules. Rapidement, il a réussi à stabiliser une situation qui se pourrissait au niveau du sport burkinabé. Il y avait cette guerre entre supporters et l'ancien ministre des Sports. Le courant ne passait pas très bien, il y avait une certaine confusion. Et lui, très rapidement, il a réussi à calmer ce phénomène. Oui. On dirait que, Monsieur le ministre, finalement, vous êtes le pompier, vous êtes le médiateur. Un petit commentaire sur ce que ces journalistes ont dit à votre sujet. Oui, je dois remercier les deux qui sont intervenus. Alors, pour dire que la préoccupation donc, du premier, qui m'appelle son petit, j'accepte. Ce petit bizarre. Chacun de nous souhaite toujours avoir quelqu'un qui peut s'adosser, c'est une bonne chose. Je dois dire que pour la question donc, de la bourse, c'est une préoccupation partagée. Et pour cela, au sein du ministère, nous avons envisagé la relecture de la convention avec donc, la fédération pour pouvoir prendre en compte en tout cas les aspirations des dirigeants et des praticiens sur le terrain. Maintenant, donc, nous pensons que ça c'est réglé. Voici les questions maintenant qu'ils vont vous poser, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'au niveau du ministère des Sports, vous allez travailler à ce que les bourses que vous attribuez aux sportifs ne soient pas seulement pour des footballeurs et des athlètes et que ces volleyeurs, ces basketteurs, ces handballeurs puissent également bénéficier de ces bourses aussi bien que les cyclistes aussi? Monsieur le ministre, vous le savez très bien que tout récemment, la presse a fait cas de détournement de bons de carburant au ministère des Sports et des Loisirs. Finalement, on ne vous a pas entendu officiellement sur la question. Que s'est-il réellement passé? Hey. La dernière, elle est chaude quand même. Hein? Oui. Bon, Monsieur le ministre. Alors pour la question des bourses, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous envisageons en tout cas faire de telle sorte qu'il y ait plus en tout cas d'athlètes qui bénéficient de cette bourse. Et pour les footballeurs, là, il y a la relecture donc, de la convention qui fera de telle sorte que les bénéficiaires puissent en tout cas entrer en possession de leur dû. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Pour la deuxième question, la question des carburants, je me suis réveillé un matin et puis c'est mon secrétaire général qui m'appelle lorsqu'il rentrait de Bobo pour lui dire que est-ce que tu sais que sur les réseaux sociaux on parle de 200 millions de carburants. Je dis ah bon? Que le ministre n'arrive pas à justifier. Il dit ah ok, ben, très bien, arrivé au bureau on va voir. Et lorsque je suis arrivé, j'ai appelé le DAF. J'ai dit bon tu viens avec le comptable matière. Parce qu'on parle de carburant, ben, le ministre ne gère pas le carburant. Tout le monde sait comment le carburant se gère dans les ministères. Alors, d'abord, le carburant, il est commandé à autour de 167 millions. Deuxièmement, il obéit à une répartition à la fois pour les personnalités qui sont nommées au niveau du ministère et pour le fonctionnement donc, des structures. Je crois savoir que l'année dernière, puisqu'il s'agissait donc de 2019, on a eu des difficultés avec un des prestataires parce que nous avons au total 3 prestataires, Total, Shell et puis après l'OAL, qui n'avaient pas pu en tout cas livrer le carburant. Mais malgré tout cela, je pense qu'on s'est battu pour que l'ensemble des structures puissent bénéficier de leur carburant.
Et au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde est satisfait, il n'y a pas eu donc de rupture. Alors, donc j'ai dit au DAF et au comptable Mathieu, préparez-vous à répondre aux éventuelles questions parce que le mairie ne gère pas le carburant. Le ministre a une carte qui est alimentée tout comme les autres. Et par moment, bon, quand il y a des tickets, on lui donne, je peux donner à Papus s'il est de passage. Si je n'en ai pas aussi, Papus comprendra que, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Donc je crois que c'est de la diffamation simple parce que vous savez très bien, nous sommes dans une année électorale où, bon, par moment, les coûts sont en deçà de la ceinture qu'on donne et nous, on accepte ça. Sinon, j'ai invité tout le monde à venir regarder et à prendre attache avec donc, les gestionnaires du carburant pour avoir toutes les informations. Être ministre aussi, c'est prendre des coups. Les amis, vous êtes d'accord avec moi, les chroniqueurs, on sait qu'il y a des questions chaudes qui attendent, mais un bon café, c'est un café aussi où les mélodies coulent tranquillement. Et aujourd'hui, pour faire plaisir à nos téléspectateurs, mais pour faire plaisir à cette grande école que nous avons invitée, le CEPAMAT, je voudrais qu'on vous applaudisse très fort d'abord. Et je sais que chez vous, on aime aussi la bonne musique. Et nous avons choisi les bons aujourd'hui. Ils sont deux, c'est un featuring magistral. L'un s'appelle Hamzi et l'autre s'appelle Greg. Mesdames et messieurs, voici Greg Hamzi. Applaudissements
pour Greg et Hamzi. Restez là, les amis. Bonjour Greg, bonjour Hamzi. Bonjour. Alors, ce featuring, c'est Hamzi featuring Greg. Oui. Alors, comment l'histoire commence et comment on pense appeler son aîné de quelques années? Ah oui. Déjà, c'est une chanson que j'avais composée. Maintenant, j'avais besoin d'une belle voix. Une voix vraiment qui va transpercer. Et direct, j'ai pensé à Greg. Okay. Puis ensuite, avant de commencer à chanter, c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai dit, voilà, il faut forcément que ce soit lui, quoi. Et dès qu'on l'a contacté, voilà, il était chaud et tout. Je lui ai envoyé la prod. Et voilà, on a gratté quelque chose. On a gratté quelque chose. Alors, Greg, c'est vrai. Moi, je pose la question pour les téléspectateurs hein, et pour les profanes. Comment ça fonctionne normalement? Quand on t'appelle, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu as envie de savoir d'abord? Bon, là, je n'ai pas cherché à savoir quelque chose. Ouais. Et d'abord, ce que je vais dire, Hamzi Fit Greg, c'est sans importance. Ouais, c'est Hamzi Greg. C'est Hamzi Greg, c'est l'amour de la musique. D'accord. Voilà. Donc, quand j'ai été contacté, voilà, c'est comme ça. Dans la musique, quand ça branche, voilà, le courant passe. Et c'est ce qui s'est passé, ça a donné Waloké. Ouais. On a Loké. Et là, c'est une confirmation pour Hamzi, mais c'est une autre renaissance aussi pour Greg parce qu'on t'attend. On t'attend sur quelque chose de beaucoup plus costaud encore parce que après tout ce qui s'est passé dans ta jeune carrière, tu sais bien que tes fans sont très exigeants en ce moment et ils attendent de toi un super album. Ouais. Ouais, parce qu'il y a eu des albums intermédiaires qui, de mon point de vue, ont du contenu, mais après c'est le public qui juge. Ça veut dire que le public est très exigeant quand il s'agit de quelqu'un comme toi. Est-ce que tu en as conscience? Bien sûr. Ouais. Le défi, il est grand. Ouais. Et je pense que, je le dis chaque fois, j'ai suffisamment mûri, Ouais. eux aussi. Donc on fera de la musique de grandes personnes. Oui, pour cheminer ensemble. En termes de calendrier, on parle de quoi? On parle de 2020 ou 2021? 2020. 2020. Inch'Allah. Donc, les amis, attention, Greg is coming. Comment, Hamzi, avec cette chanson, tu fais le tour du Burkina et les gens se disent quoi? Où est-ce qu'il est passé, Greg? C'est pas difficile, ça, de faire une chanson qu'on a fait en featuring? En tout cas, bon, les retours que moi j'ai, c'est que voilà, on attend Greg, on attend Greg, on attend le retour de Greg. D'accord. Voilà, moi je dis toujours, voilà, il est là, il arrive. Toujours plein de talent comme au début et tout. Et voilà, il arrive fort. Et l'actualité de Hamzi, c'est quoi? Voilà, je suis en préparation de mon album, le 2e, prévu pour décembre. D'accord. Et je vous préviens, c'est du lourd. C'est du lourd. Alors, nous avons organisé une petite sortie détente avec toute la famille des chroniqueurs. Et il y a 2 demoiselles qui ont dansé sur votre son. Là, elles sont là toutes timides. Là. On va leur donner la parole pour qu'elles commentent là-dessus. Il y avait quand même Namketa. Namketa, dis-nous un petit mot sur ce featuring. Quand j'entends ce son, il n'y a rien à dire. Il faut que je me lève, il faut que je chante, il faut que je danse. Donc ça démontre quand même à quel point c'est du lourd, quoi. Il y avait aussi Sandra. Il y avait Sandra. Moi, personnellement, pour raconter ma petite histoire, j'ai connu ce son à travers le réseau social, le réseau WhatsApp, où j'ai vu des personnes de l'extérieur, donc des États-Unis, écouter ça. Je dis, mais ça, c'est quel son burkinabé que moi, je ne connais pas? Et j'ai tout de suite accroché. Donc, félicitations, les gars. Merci. Franchement, c'est bien. J'en profite pour faire un big up à nos gars aux États-Unis, la diaspora. Vous abattez, vraiment, vous travaillez fort. Merci, merci. Monsieur le ministre, est-ce que ça, c'est votre musique, ça, monsieur le ministre? Oui, naturellement, le ministre des Sports et des Loisirs s'adapte à tous les sons. Donc, j'aime bien Greg, je suis un fan de lui, je suis sa musique. Ah, mais... Merci à Greg, merci à Hamzi, les amis, que Dieu élève la carrière encore et encore plus. Merci. À bientôt. Fini pour les mélodies, nous sommes encore replongés au cœur des questions
avec Monsieur le ministre. Et c'est avec Zinaba que nous allons relancer cette discussion. Monsieur le ministre, on a entendu les journalistes sportifs, ils ont beaucoup parlé de bourses. Et moi, je voudrais parler plutôt des récompenses de nos activités sportives. Le Tour du Faso, l'année passée, pour ne citer que celui-là, Mathias Sorgo, vainqueur, il a eu 2 millions. Le Zango, quand il est allé à Casa pour les Jeux africains, il a également, et vous l'avez dit sur un plateau de télé, il a reçu 2 millions pour la performance qu'il a réalisée. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez dérisoire, tous ces montants qu'on donne aux sportifs burkinabés, surtout qu'ils portent assez haut ce drapeau burkinabé-là par rapport à d'autres choses? Alors, je dois me féliciter sincèrement de ce qui a été fait. Parce que l'année dernière, avant que les athlètes ne partent aux Jeux africains au Maroc, j'ai pris un arrêté et j'ai multiplié les récompenses par 2. D'accord. C'était la première fois que chaque athlète pouvait toucher une récompense vraiment importante. Et ce que l'athlète touche, c'est ce que l'encadré aussi touche. J'ai pris un arrêté, les gens ne croyaient pas. Et lorsqu'on est revenu donc, avec les différentes médailles, chacun est venu au ministère et vous touchez son argent. Vous savez combien Hugues Zango, quand il est revenu de sa compétition mondiale, l'a touché? Non. 17 millions. Oui. Décaissé par qui? Et son Excellence, le président du Faso et le ministère. Le ministère... Le président a donné un chèque de 10 millions. Oui. Pour l'encourager. Le ministère a donné 7 millions. Ça fait 17 millions. Alors, je dois dire que c'est une des rares fois où les enfants pouvaient, au fur et à mesure qu'ils compétissaient et qu'ils gagnaient des médailles, calculer en même temps leurs gains, in fine. Il y avait un jeu de clarté. Il y avait un jeu de clarté. Ouais. C'est ça qui a amené donc, les médailles au Maroc, parce que même les jeunes footballeurs, chaque fois, ils me disaient, Monsieur le ministre, nous avons eu la victoire, on a droit à temps. Si prochainement on a la victoire, on passe à tant de francs. Je dis oui, ça va être comme ça. Ouais. Et effectivement, au retour, chacun des athlètes est passé toucher son argent. Pour le cas espèce de Mathias Sorgo, c'est juste. Les 2 millions, c'est ce qu'il a touché. Mais les récompenses intermédiaires, ça, vous ne le savez pas. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Il a eu quoi, monsieur le ministre? Non, à chaque étape, le ministère donnait de l'argent. Et ça, c'est important. Chaque étape, on donnait 500 000 francs. D'accord. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça veut dire que nous avons fait beaucoup pour les cyclistes, plus que ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et je pense que ce n'est pas assez. Et on est dans la dynamique d'améliorer, mais il faut que, véritablement, nous aussi, nous puissions en avoir. C'est ça qui est important. Midiou. Nous parlons d'argent et comme on le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Et comme vous le savez, votre ministère est considéré comme étant budgétivore. Pourtant, dans un entretien accordé à Burkina 24, vous avez estimé même que le budget qui est alloué à votre ministère est insuffisant. Est-ce que finalement cela ne renverrait pas à une mauvaise gestion? Non, pas du tout à une mauvaise gestion. C'est parce que, comme vous-même vous le dites si bien, le sport a besoin de beaucoup d'argent et que ça ne suffit même pas. Et le sport aussi doit faire beaucoup d'argent. C'est Exactement. dans les deux sens. Alors, donc, c'est l'option que nous avons faite aussi pour que désormais le sport puisse apporter sa part contributive à la croissance donc, de notre économie. Et pour y arriver, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle les industries de sport. On comprend par industrie de sport les infrastructures de sport qui, en réalité, doivent produire donc des ressources. Malheureusement, au Burkina Faso, encore, on a des stades Monsieur le ministre, dans le PNDS, il est prévu une part contributive de 10% à l'orée 2020. Nous sommes en 2020, ça sera bientôt la fin du quinquennat pour le gouvernement Roch. Alors, pour le président Roch, dites-nous, à quel niveau on est en ce moment en termes de bilan? Est-ce qu'on est à 5, on est à 6 ou on est à 10? Il est prévu dans le PNDS de multiplier la part contributive à 10. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. On en est où? Voilà. Alors, en ce moment, nous avons commandité une étude sur l'impact donc, du sport à la croissance de l'économie et dont les statistiques seront disponibles très bientôt. Et je pense que je ne vais pas
dévancer l'iguane dans l'eau pour donner des statistiques qui ne répondent pas à la réalité. Mais très bientôt, on aura donc on le saura. De l'étude. Voilà. Hervé, on l'a. Oui, malheureusement, monsieur le ministre, il y a eu la Covid-19. Je m'intéresse au football particulièrement en ce moment. Et le championnat s'est arrêté à 6 journées de la fin vraiment du championnat, si je peux me répéter. Les autres pays ont décidé d'arrêter justement le championnat avec les premiers et les deuxièmes, ceux qui étaient déjà en compétition. Mais malheureusement, au niveau du Burkina Faso, on a carrément annulé ce championnat, carrément. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris justement les premiers des années antérieures. C'est une décision quand même unique au monde. Quel est le regard que vous portez par rapport à ça, si vous avez quand même un regard à porter sur la Fédération burkinabé de football? Alors, il faut apprécier d'abord les différentes luttes contre cette maladie et dire que le Burkina Faso peut se laver les mains. Parce que si vous devez faire le classement, en Afrique et dans le monde, nous sommes un pays aujourd'hui qui a réussi, en tout cas, à faire face à cette maladie. Et c'est grâce à ces différentes mesures-là qui ont consisté non seulement à annuler, du point de vue donc, des activités qui mobilisent et qui rassemblent, alors pour qu'il n'y ait pas de contact afin que la maladie puisse se propager. C'est dans ce sens que nous avons pris la mesure d'annuler après les mesures édictées donc, par le ministère de la Santé et adoptées en Conseil des ministres. Alors, je dois dire que la Fédération burkinabé de football a analysé techniquement la situation et nous a donné la conduite donc, à tenir. Il ne nous appartient pas à nos ministères de dicter à la Fédération. C'est la Fédération qui analyse techniquement et qui nous montre la porte donc, de sortie. Et la Fédération a estimé qu'il fallait tout simplement annuler donc, le championnat et reconsidérer donc, les résultats. Donc, il y a 3 questions en suspens, je sais bien, les amis. On va amener la table ronde, trinquer avec monsieur le ministre et lui poser les 10 questions. On va applaudir ça tout de suite. Donc, avec votre permission, la question numéro 1 dit que votre nom Azupio signifierait en réalité fétiche en langue gourunsi. Est-ce une vérité ou un mensonge? Mensonge. Très bien. Est-ce que c'est pas pour vous protéger que... Non, c'est pas du tout un fétiche. Ah, ça peut porter bonheur, hein? On ne sait jamais. Il paraît aussi que vous et Boukari Kaboré seriez de grands amis. Est-ce une vérité ou un mensonge? Boukari Kaboré, le lion. Nous sommes des amis, pas de grands. Pas de grands. Juste un peu vérité ou mensonge? Ben, vérité parce qu'il y a amitié dedans. Ah, voilà. Donc, ça va devenir grand. Ça va devenir grand. Très bien. Donc, on dit aussi que vous nourrissez l'ambition de devenir le maire de Pau. Est-ce une vérité ou un mensonge? Autrefois. Mensonge, oui. Très bien. On dit que de tous les coachs des étalons, vous préférez Paul But. Est-ce une vérité ou un mensonge? Mensonge. Très bien. Pour les élections de la Fédération burkinabé de football, vous auriez une préférence? Non. Vérité ou mensonge, Mensonge. monsieur le ministre? Très bien. Bon, même si vous avez dit que ce n'est pas une vérité, votre choix serait Bansé. Pas du tout. Je n'ai pas de choix. Vérité ou mensonge? Mensonge. Il paraît que monsieur le ministre n'écoute que de la musique gourunsi. Est-ce une vérité ou un mensonge? Donc vous écoutez du coup, hein? Même du hip-hop. Hip-hop. Ça passe. Ça passe. Donc on va inviter Rihanna. Merci beaucoup. On dit aussi que votre sport favori serait la lutte. Après le foot, est-ce une vérité ou un mensonge? Mensonge. Ah, moi, je pensais que vous aviez un côté sénégalais, du coup, la lutte, ce serait pour vous. Très bien. Il paraît que après les élections présidentielles, vous avez l'intention de ne plus devenir ministre. Tout ce qui est ministre, vous mettez ça de côté pour vous consacrer à autre chose. Mensonge. Très bien. Donc, que le nouveau gouvernement se prépare parce que vous allez être là. Il paraît que après la ville de Pau, votre ville de cœur, serait Koudougou.
Tout à fait. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et à la prochaine fois. Merci. Merci, monsieur le ministre. Et pour entrer dans la maison secrète, on appelle qui? Commissaire Sonia. Applaudissements pour Sonia. Bonjour Sonia et bienvenue au Grand Café. Bonjour commandant, merci à vous. Qui a accepté cette invitation dans la maison obscure et secrète? Nous avons reçu dans le top secret Malika la slameuse. Malika la slameuse. On ne sait pas, peut-être elle parle de Rama, mais on va voir. Bonsoir Malika. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. On sait vos relations parfois tourmentées avec l'artiste Will Be Black. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. On peut en parler. Ok. Alors, avec Will Be Black, on va dire que moi j'étais d'abord danseuse. Donc à l'époque, il faisait également de la danse. Et on se retrouvait comme ça sur certains plateaux de compétition All Flows. À la suite de ça, il s'est converti en rappeur et moi en slameuse. Et bien évidemment, nous avons continué de nous fréquenter jusqu'à ce qu'on décide comme ça de faire un feat, parce que moi je voulais lancer mon album et lui il n'était pas encore sur le marché. Et donc on s'est dit peut-être cette collaboration-là, si mon album prend, ça peut marcher également pour lui. Et donc un album, un feat qui a vraiment bien donné. Et je pense que jusqu'à présent, nos relations sont bonnes. Il n'y a pas de petits problèmes? Non, ça va. Ok. Maintenant, quel est votre choix politique à la présidentielle de 2020? Confidentiel. Okay. Je dirais que j'ai vraiment toujours été apolitique, bien que quand même approché par certains partis politiques, mais je reste apolitique. Et donc, je n'ai pas vraiment de choix. Et ça dit que vous n'allez pas voter? Si, je vais voter, mais je pense qu'il y a une période pendant laquelle chaque parti doit nous convaincre. Et donc, on verra ce que ça va donner. Ok. Peut-on parler de vos économies en banque? Confidentiel, on peut en parler. Alors, quand on dit Malika, j'ai envie de dire toute une entité, mais c'est assez diversifié. Donc, on a le groupe Slamazone qui a son compte bancaire, on a la fondation qui a son compte bancaire, on a la boutique qui a son compte, et on a bientôt les fast-foods qui auront également leur compte. Donc, les différents comptes varient vraiment en fonction des activités de l'artiste, en fonction des périodes, et donc difficile de donner un montant exact. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'homme de votre vie? Confidentiel, on en parle. Alors, je pense que je fais partie de ces petites filles rêveuses-là qui rêvent d'avoir l'homme idéal, et d'où d'ailleurs la première chanson, L'homme qu'il me faut. Mais je pense que ça reste abstrait vu que c'est de la poésie. L'homme idéal, je pense, l'homme idéal pour moi n'est pas forcément l'homme idéal pour toi. Donc c'est difficile d'avoir un prototype parfait. Bien sûr, j'ai eu des relations qui ont donné, qui n'ont pas donné, ou qui ont abouti, qui n'ont pas encore abouti. Mais là, je n'ai pas encore trouvé l'homme qu'il me faut. D'accord. Vous cherchez toujours? J'ai dit dans la chanson que l'homme qu'il me faut sera celui qui m'amènera devant le maire. Et donc, le jour où vous entendrez le mariage de Malika, vous saurez que j'ai trouvé l'homme qu'il me faut. Merci. Quelle est votre actualité? Confidentiel. Alors, on en parle. Mon actualité, on va dire que je suis en préparation du deuxième album. Parce qu'il faut le dire, j'ai un seul album sur le marché. Il fait bientôt 5 ans. Et donc, le deuxième album sortira bientôt à la même date qu'il y a 5 ans. Également, il y a la Fondation Slamazone qui continue dans ses activités. Nous avons prévu beaucoup d'actions comme ça. Et bientôt, nous voulons lancer en tout cas une ligne de... Nous voulons nous lancer dans la restauration, donc une diversification des activités. Voilà un peu les projets à venir. Et le groupe Slamazone lance un nouvel artiste d'ici la fin de l'année. Ça dit que
ça reste confidentiel. On ne peut pas parler du nom de... Oh si. Le nouvel artiste, c'est Cédric Kouala, avec qui nous avons déjà lancé un premier single l'année passée. Et donc, c'est la toute nouvelle production de l'Amazon Group qui sortira d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est l'Amazon. De façon d'abord. Sur un étalon comme... Sonia. Commandant. Avec Malika, je sais que tout le monde attend vraiment la troisième question ou la quatrième. Est-ce qu'elle nous a pas roulé dans la farine quand même? Non, moi je pense pas qu'elle ait menti. D'accord. En fait, elle n'a pas encore trouvé l'homme qu'il lui faut. D'accord. Voilà, elle est toujours à la recherche. Donc, c'est comme si c'était un appel quoi, à la jeunesse burkinabé, surtout la Waralais là. Donc, d'accord. Ça veut dire que le game est toujours ouvert, quoi. Justement. D'accord. À tous les prétendants. À vos marques, partez. C'est ça. Alors, comment vous l'avez trouvé, sincèrement? Elle était détendue du début jusqu'à la fin et j'ai beaucoup aimé. Ouais. En termes d'approche sociale, Malika est très sympa. Ouais. Et faut le puis, dire. ce qu'on aime chez elle, c'est l'expression juste, savoir parler. On sait qu'avec elle, on est fiers de dire qu'on est artiste parce qu'il y en a dedans, quoi. Ouais. Oh non, on aime ça. Son prochain album, mon commandant. Le prochain album? Elle a dit ça tout à l'heure, là. Oui. Pour ceux qui ont la mémoire, elle a dit son prochain album sortira à la même date que le précédent. Donc, c'est le 30 janvier 2021. Retenez très bien cette date. C'est le 30 janvier. Le chat a retenu ça, le 30 janvier. Sonia. Oui, commandant. À la prochaine émission encore, on va recevoir quelqu'un. Oui. Fais bien tes enquêtes. On te retrouve tout à l'heure. Ça marche. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la rubrique Savoir et comprendre et aujourd'hui nous parlons de cinéma, nous parlons de loisirs. Aujourd'hui nous sommes posés la question toute simple. Est-ce que les Burkinabés ont perdu ce goût d'aller au cinéma, d'aller dans nos salles? Parce que de plus en plus avec les nouvelles technologies, nos salles désemplissent et c'est la question que nous avons voulu évoquer ici à ce grand café. Le débat est ouvert, mais après cet élément. Il fut un temps où les Burkinabés, des accros de cinéma, des salles de spectacle et autres salles de théâtre, ce qui donnait encore ce côté romantique aux hommes et femmes du pays des hommes intègres. Depuis quelques années, ces salles sont l'ombre d'elles-mêmes et les hommes et femmes ont réorienté leurs sorties. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Sont-ils moins romantiques que par le passé? Que reste-t-il des fréquentations très remarquées des salles obscures et saines? Les Burkinabés ont-ils vraiment perdu le goût des salles de création et de théâtre? Toussaint Zongo, je suis réalisateur. Je suis également administrateur du système Succès Cinéma Burkina Faso, qui est un système d'aide automatique à la production des films à petit budget. Un système qui a été mis en place par des producteurs burkinabés pour stimuler la production de films au niveau local. La question de savoir la baisse de la fréquentation dans les salles de cinéma, je peux dire que cette question est de plusieurs ordres. D'abord, il faut reconnaître que notre système qui faisait la promotion des films à petit budget en salle de cinéma a connu une baisse de soutien de la part des bailleurs de fonds. Donc du coup, les producteurs ne s'inscrivent plus au système Succès Cinéma qui permet de leur offrir des bonus à la fin d'un cycle compétitif. Aussi, il faut reconnaître qu'il n'y a pas assez de salles de cinéma au Burkina Faso. Donc il faut en construire et donc faire la promotion des films locaux parce que les gens sont friands quand même des films locaux ici au Burkina Faso. Il reste qu'il faut qu'il y ait de l'offre. Parce qu'il y a la demande, il faut qu'il y ait de l'offre, une offre de qualité pour permettre aux gens d'aller régulièrement en salle de cinéma pour voir des films de qualité. Les chroniqueurs ont forcément un avis partagé là-dessus. Nous
applaudissements. Et nous voilà au cœur du sujet. Et c'est Zidnaba qui commence. Zidnaba, est-ce qu'il y a l'offre, est-ce qu'il y a la demande, est-ce qu'il y a les deux? L'offre et la demande, c'est problématique aujourd'hui parce que, mine de rien, on est encore dans une situation où on a ce que les cinéastes, du moins les acteurs du cinéma, appellent 2 ou 3 bons films l'année. Et après, tous les autres films qu'on fait, c'est des films qui se vulgarisent en fait. C'est des petits films et qui parlent de sujets qui sont souvent des sujets qui sont tendancieux. Le mari de ma femme, la copine de mon ex, et ainsi de suite. Est-ce que ce sont ces cinémas-là, ou du moins ce sont ces films-là que les Burkinabés aiment regarder? Mais après, on parle du goût d'aller en salle. Le goût, ça se construit. Le goût, ça s'éduque. Nos parents, nos anciens, avaient la propension, ou du moins ils avaient l'éducation à aller regarder une pièce de théâtre. Ils avaient l'éducation pour aller suivre un film au cinéma parce que déjà depuis l'école, il y avait même des petites cellules de théâtre, de cinéma et on cultivait déjà ce goût-là dès le bas âge. Mais aujourd'hui, nous sommes plus des enfants du numérique, nous sommes plus des enfants du téléphone et on pense que quand on regarde un film sur son téléphone, on ne peut plus aller en salle. Et pourtant, c'est une autre dimension. Oui. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pas le même environnement. Et sur la demande ou du moins sur la présence, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui était membre de la Révolution et qui était délégué sport au Burkemde. Il y avait 57 salles de cinéma en 1985. Aujourd'hui, on a moins de 7 salles sur l'ensemble du territoire qui répondent même aux normes. Après, posez-vous la question, est-ce que les Burkinabés ils n'y vont pas parce que la disponibilité n'est pas faite. Midiou, petite confidence, la dernière fois que tu es allé au cinéma? La dernière fois que je suis allée au cinéma, c'est vrai que ce n'était pas pour suivre une œuvre burkinabé, mais quand même, je dirais que je n'ai pas perdu le goût d'aller dans les salles de cinéma. Maintenant, après, il faut se poser la question, en fait... Est-ce qu'elle a répondu à ma question? Mais je suis vigilant quand même. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'est vrai. Je le reconnais, ça fait super longtemps. Wow, combien de temps? Combien de temps? Rapidement, hein? On va te redonner la parole. Disons 2 ans. Et Namketa, la dernière fois au cinéma? La semaine passée. Et c'était quel film? C'était le lancement du film Watinoma. Hervé, on l'a? Il y a 2 semaines. Hein? Oui. Djandjou, moi je vais pratiquement tout le temps. Sandra? Moi, c'était avant le Covid, on va dire. Avant, donc peut-être janvier, voilà. Bibata, ça doit remonter à 2007? 2015. 2015, oui. Wow. Et quelques 2 mois. Voici la photographie quand même de ce que nous voulons nous faire comme idée sur cette question. Monsieur le ministre est allé au cinéma pour la dernière fois quand? En 2017. En 2017. La question maintenant de Midio. Alors, commandant, lorsque vous avez fait le tour de table, vous constatez que la plupart quand même, ils sont allés récemment. Ça veut dire que nous n'avons pas perdu véritablement le goût en fait des salles de cinéma. Maintenant, après, il faut se poser la question pourquoi. Moi, je pense que la qualité des œuvres qui sont produites fait défaut. Il y a également la piraterie qui fait énormément défaut parce que les films, déjà, on peut les télécharger et voilà, ça pose un véritable problème. Maintenant, il n'y a pas véritablement un circuit viable de diffusion de ces films-là. Il faudrait que chaque acteur travaille vraiment à faire une véritable communication sur les films qui sont diffusés. Également, pouvoir promouvoir en fait et l'engouement autour vraiment de ce film-là. Je pense que la question des salles de cinéma aussi a été posée. Lorsque vous prenez le Nigeria ou le Kenya, c'est plus de 10 salles de cinéma, mais le Burkina Faso, il n'y a pas véritablement une salle de cinéma ou plus de 2 salles de cinéma qui sont de nature à vraiment fidéliser les cinéphiles. Et ça, c'est un problème. Namketa? Alors, avons-nous perdu le goût des salles? Moi, je peux dire que d'une part, il faut reconnaître quand même que l'évolution de la technologie a quand même un peu joué. On peut avoir accès à ces films-là en support numérique, on peut les avoir en ligne, on peut les avoir sur YouTube. Du coup, depuis le confort de sa maison, on peut quand même voir des films qui viennent récemment de sortir sans avoir à se déplacer. Mais il faut aussi ajouter que les acteurs de ce secteur-là manquent de créativité et manquent aussi d'adaptabilité parce que
Pourquoi ne pas aussi suivre cette tendance-là, proposer des plateformes payantes où on peut quand même s'inscrire et visionner ces nouvelles productions-là. Et par exemple, le Burkinabé, il aime bien la bière, mais il ne s'achète pas sa bière pour la boire à la maison. Il se déplace dans les maquis parce qu'il y a de l'ambiance. Donc pourquoi ne pas adapter ces salles de cinéma de telle sorte que ces gens aient quand même envie d'y aller, quoi, parce qu'ils offrent quand même beaucoup de choses en dehors de ce film-là. Si on peut avoir à côté... Les écrans et la bière. Les écrans et la bière et la viande. Alors, on va écouter Agneko. Excusez-moi, messieurs, dames, on doit aller rapidement. Oui, alors, moi, j'aimerais m'appuyer sur les chiffres. Nous avons vu une très belle salle ici, qui est celle du canal Olympia. Il faut savoir que le canal Olympia a construit 40 salles en Afrique subsaharienne. Ouais. Donc, ils ont, entre 2017 et 2019, il y a eu plus de 500 000 spectateurs qui se sont déplacés pour voir des films. Malheureusement, le constat est amer lorsqu'on regarde l'origine des films. C'est plus des films, des blockbusters américains. Il y a ce qu'on regarde. Tout à fait. D'accord. Donc, moi, je ne dirais pas forcément que le cinéma n'est pas convivial, parce que vous avez vu cette très belle salle où il y a des parkings aménagés, il y a du popcorn qui est là. Donc, il y a de l'effort qui est fait de ce côté-là. Ouais. C'est maintenant par rapport à l'offre cinématographique où les différents producteurs aussi se plaignent qu'ils ont du mal, les cinéastes africains disent qu'ils ont du mal à promouvoir leurs films au sein des salles. Donc, il y a un débat qui est fait, et il y a aussi les personnes qui ont les salles de cinéma, par exemple le ciné Néawaya, où l'entrée est de 1000 francs CFA. Donc, le promoteur de Néawaya disait dans une interview que malheureusement, 300 francs reviennent à l'État. Oui. 300 francs... Trop de taxes. Il y a les taxes, 300 francs reviennent au cinéma, et lui, il se retrouve avec 300 francs. Avec 300 francs. Comment rendre les salles attrayantes si derrière, il ne peut pas augmenter le prix? Un dernier chiffre, il y a le ciné Gimbi de Bobo Dioulasso, où il y a eu une action de 405 donateurs qui ont rassemblé la somme de 55 120 € pour réhabiliter la salle. Tout à fait, parce qu'il y a un effort qui est fait quand même, et vous voyez, il y a quand même des moments où les salles sont pleines, mais il faudrait qu'il y ait plus de cinéma africain qui soit diffusé. Bien sûr. Monsieur Hervé, là, rapidement. Moi, c'est tout simple. Hein. Moi, je vais régulièrement dans les salles de cinéma, et moi, je trouve beaucoup plus que le problème, il est plutôt, je vais dire, entre nous, dans notre industrie cinématographique. Je me réjouis déjà du fait que, contrairement à ce que Zidamba a dit, les Burkinabés vont au cinéma. Ils vont, et surtout quand c'est leur film. Quand il y a un lancement d'un film, vous voyez la masse qui se déplace. Le seul problème, c'est qu'il faudrait tout simplement viabiliser la communication. Faire en sorte que justement ces films-là continuent à exister dans le temps et tourner dans cette salle, dans ces différentes salles. Malheureusement, et là où je suis d'accord avec Mediou, il faut justement viabiliser déjà les salles existantes, mais pas les construire. Nous avons énormément de salles, mais qui ne sont pas viabilisées. Les Burkinabés vont au cinéma, surtout ils vont se regarder. C'est les jeunes qui tournent des films maintenant. Il faut encourager ça, parce que chacun est content d'amener son frère, sa soeur pour aller au cinéma. Et c'est très important, parce qu'il va aller voir son frère, sa soeur qui tourne, qui joue dans un film. C'est ce qui est important. Moi, je pense que c'est ça d'abord qu'il faut. Les Burkinabés veulent voir leurs images. Ils veulent voir leurs images. Monsieur le ministre, on termine avec vous. Votre avis sur la question? Non, je pense que tout ce qui est dit là, c'est pertinent. Alors, je dois dire que la culture et bien sûr le sport sont des domaines de souveraineté. Donc, en général, les bailleurs ne s'intéressent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a moins de partenaires techniques et financiers qui investissent dans la culture d'autrui et dans le sport, parce que vous allez les concurrencer, forcément. Donc, c'est pour ça, vous l'avez si bien dit, il manque suffisamment en tout cas de ressources pour développer donc notre cinéma. Alors ce qui est dit également par rapport à la qualité des films aussi, c'est juste parce que lorsque le produit n'est pas à la hauteur des attentes des populations, ce n'est pas toujours évident. Et c'est tout comme au sport où c'est le spectacle qui attire les gens donc au stade. Il faut que nous puissions travailler davantage à proposer des produits en tout cas qui attirent, qui suscite en tout cas l'intérêt donc des Burkinabés. Et je pense que dans ce sens-là, ça ira mieux. Je crois que le ministère de la Culture est conscient de cela. Et il y a un travail en tout cas qui est en train d'être fait pour, de manière à rendre beaucoup plus dynamique donc, les salles, comme vous l'avez si bien dit.
mais faire de telle sorte également que les gens puissent produire des films qui soient adaptés à nos réalités et qui suscitent l'intérêt donc des Burkinabés. Je pense que c'est... Merci à tous pour ce débat. On va poursuivre rapidement parce qu'on a maintenant, on est à la chute. Et c'est 2 questions que je vais prendre rapidement pour terminer. Une question avec Midiou. Alors, Monsieur le ministre, l'un des objectifs globaux de la politique nationale du sport est d'outiller ce secteur-là afin qu'il soit un vecteur de développement économique, social. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est atteint ou serait atteint? Oui, c'est un objectif en tout cas qui est en voie d'être atteint parce que tout ce qui est fait, toute la dynamique que nous mettons en place, que ce soit dans le domaine des infrastructures, de la formation, de l'assistance donc aux fédérations, c'est-à-dire moderniser la gestion donc du sport au Burkina Faso, la promotion donc du sport pour tous, la mise en œuvre des filières sport-études, sport-métier. Tout cela conduit effectivement à faire de notre sport, en tout cas, un outil de développement qui va participer donc à la croissance donc, de notre économie. Une question, Yezid Nabar. Oui, Monsieur le ministre, tout de suite et maintenant, sur la discrimination sportive, je parlais. Ce que j'appelle la discrimination sportive, c'est l'accessibilité des salles. Le Palais des Sports, par exemple, coûte en journée 500 000 francs avec la clim, plus les loges. Est-ce que vous pensez qu'avec des coûts de ce type-là, et on voit aussi le développement de certains terrains de foot qui sont vraiment à des coûts 50 000, souvent pour la location de la pelouse et tout, pour jouer, et ainsi de suite, est-ce que vous ne pensez pas que le sport est en train de devenir une activité élitiste à ceux qui ont naturellement du budget et de l'argent? Parce que je sais que les clubs en basket ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir ne serait-ce que 2 journées dans le Palais des Sports, et pourtant c'est l'une des salles qui répond le plus aux critères. Ben, on parle d'industrie de sport. Je pense que le Palais des Sports, tout comme le stade du 4 août, ce sont les 2 infrastructures qui constituent la prunelle donc, de nos yeux. Et de ce point de vue, exigent beaucoup, en tout cas dans leur fonctionnement. Si vous regardez un peu pour le Palais des Sports, quand on démarre effectivement le groupe, il consomme beaucoup, en tout cas de carburant. Et c'est la même chose pour l'électricité et puis l'eau. C'est la même chose pour le stade du 4 août. Donc, pour aller là-bas, évidemment, il faut pouvoir apporter une contribution substantielle qui nous permette aussi d'assurer le fonctionnement et l'entretien donc, de ces salles. Pour dire donc, à côté, par exemple, nous avons pris conscience de cela. C'est pour ça que si vous allez aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser 3 plateaux à l'intérieur du palais. Un plateau pour le handball, un autre pour le basket et un 3e donc pour le volleyball. Donc, de manière à ce que, justement, ceux qui ne peuvent pas payer l'intérieur du stade là puissent utiliser donc l'extérieur, et ce sont des plateaux qui vont être très bien faits avec la résine. On l'a pour la dernière question. Oui, Monsieur le ministre, une petite question. Hein. Une toute petite question. On est d'accord. Durant votre mandat, est-ce que vous pouvez, si oui, hein, est-ce que vous avez un athlète ou bien un sportif qui vous a marqué, peut-être que sur le plan national, un seul sportif ou un athlète? Est-ce que vous avez un nom pour vous personnellement? Un nom? J'en ai beaucoup. Mais honnêtement, d'ailleurs, dans pratiquement toutes les disciplines, parce que si vous regardez les jeunes qui sont montés, la jeune Edmond, qui est sorti donc de Salitas, ce sont des jeunes qui, évidemment, font la fierté donc, de notre pays. Si vous regardez en athlétisme, Bienvenue Sawadoro constitue un talent aujourd'hui sur qui nous pouvons miser, en tout cas pour atteindre donc, des résultats. Il y a Faisal également dans le sport de combat. Ils sont nombreux, sans compter qu'en athlétisme, comme je l'ai dit à Boubou Dioulasso, vraiment il y a des jeunes talents. Dernièrement, il y a la jeune fille Lengani voilà, qui était au Niger, là, qui a fait le saut en hauteur et qui a fait une performance de pratiquement 1,80 m et quelques. Je pense que c'est un talent sur lequel nous pouvons miser et attendre donc des résultats à l'avenir. Donc l'un dans l'autre, ils sont nombreux. Le micro, maintenant, aux étudiants de CEPAMAD. On va passer la parole dans un premier temps à Boli Absatou. Alors, monsieur le ministre, à mon avis, vous avez répondu aux questions avec
franchise et surtout avec sérénité. Et puis, il faut dire que les questions étaient vraiment bouillonnantes, mais vous avez pu faire face. Alors, pour cela, je vous ai réservé la note de 8. 8 sur 10. Sur 10. Merci. Mademoiselle Boli, je crois que le CEPAMAD prépare des animatrices qui vont désormais prendre notre place. Applaudissements pour elle. Voici Yé Aminata. Bienvenue. Merci. Monsieur le ministre est là. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ravi de vous compter parmi nous ici présents. Votre café a été très chaud. J'ai été subjuguée par vos réponses. Pour cela, je vous accorde la note de 8. Ouais. Laissez-moi vous dire que votre café était vraiment chaud, mais vous avez assuré. Pour cela, je vous donne la note de 9. La note de 9. Et voici Abdoul Kaboré maintenant. Et j'ai apprécié l'énergie qui vous anime et qui vous a conduit à répondre avec pertinence aux questions qui vous ont été posées. Et moi, j'ai apprécié en fait la qualité de vos réponses et je vous ai attribué une note de 9 sur 10. Merci. Merci beaucoup, cher ami. C'est Raïna Touré maintenant, celle qui a installé le ministre, qui va lui donner la note. Mademoiselle. Monsieur le ministre, laissez-moi vous dire que votre café était vraiment merveilleux. À l'égard des questions, nous avons tous remarqué que vous êtes très bien défendu. Bon, je vous attribue la note de 8. La note de 8. Merci. 8, 9, 8, 9, c'est ça. Applaudissements pour monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, généralement, nous recevons ici des acteurs de la culture. Nous avons reçu aussi quelques acteurs politiques. Nous avons reçu des sportifs. Et aujourd'hui, on reçoit monsieur le ministre des Sports. Qu'est-ce que vous avez pensé en venant ici à cette émission et comment vous repartez chez vous? Lorsque je venais, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des amis, des gens qui ont tantôt suivi l'émission, et par moments, en tout cas, qui ont estimé que ce n'était pas simple, avec certaines questions qui, par moments, on m'a dit qu'il y a même des personnes qui ont versé des larmes ici, on me l'a dit, et ce n'était pas simple. Bon, ben, moi je suis toujours optimiste. En venant ici, je m'attendais à trouver des personnes sympathiques qui veulent échanger, connaître, découvrir le ministre et puis profiter également de son expérience. Si toutefois cela s'avérait donc utile. Effectivement, j'ai trouvé des personnes à la hauteur donc, de ce que j'attendais et je vous en félicite. Et moi, je repars simplement comblé par le contenu en tout cas de la discussion. J'ai appris aussi beaucoup de choses ici et merci pour tout. Et je voudrais tout simplement vous dire que le public qui était avec vous, qui vous a porté, vient de ce grand CEPAMAD, c'est ça? Il y a un chargé de communication, on va lui donner le micro rapidement parce que c'est lui qui a organisé tout ça. Il se passe que c'est pratiquement les vacances chez vous. C'est ça, c'est pratiquement les vacances au CEPAMAD. Ouais, vous vous préparez à recevoir les nouveaux bacheliers. Tout à fait. D'accord. Rien qu'hier, on était à Miss Burkina pour l'élection et ça s'est très bien passé. Et pour la rentrée académique et aussi pour vraiment féliciter et encourager les nouveaux bacheliers, il y a une soirée des bacheliers qui est organisée et c'est prévu pour le jeudi 27 août, voilà, à partir de 18h. Comment ça se passe? En fait, tous les nouveaux bacheliers qui ont envie d'intégrer le CEPAMAD viennent faire la fête, c'est ça? En effet, cette activité est organisée, bien sûr, pour récompenser l'effort des élèves. Quand on sait très bien que 9 mois de travail, ce n'est pas quand même 9 jours. Ouais. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que, en partenariat avec le directeur du CEPAMAD, Moumouni Siré, que je salue de passage, nous avons eu cette initiative-là d'accompagner les nouveaux élèves. Et bien sûr, en les accompagnant,
Cette activité, il y a pas mal de choses qui y sont, telles que les bourses d'études que nous octroyons aux meilleurs élèves. Et pour donner aussi de la saveur à cette activité, nous invitons également pas mal d'artistes qui viennent aussi nous accompagner. Ça sera une belle fête. Et surtout de dire aux bacheliers que le bac, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de tout. D'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est vraiment eux qui ont réchauffé ce café. Et je voudrais vous dire que monsieur le ministre n'est pas venu les mains vides. Et quand il vient, il pense toujours à ceux qui pratiquent le sport. Et il nous a envoyé des jets de maillot et puis des ballons. Nous allons offrir 2 ballons à votre établissement. Et on ne sait jamais, peut-être un joueur peut sortir encore de cette grande école. Mesdames et messieurs, merci. Merci les cadeaux. Et les amis, c'était donc le café avec monsieur le ministre des Sports. Dimanche prochain, encore ici, dans ce fauteuil, un autre invité, un autre café. À bientôt. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Café. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café.